Alors, nous allons parler de l'appareillage dans la stabilité tibiale postérieure. Alors, nous allons faire un petit rappel anatomique. Le tibial postérieur est un tendon, est un muscle qui s'insère sur la face postérieure du tibia et du péroné, qui descend oblique en bas et en dedans, qui vient se terminer avant de se transformer en tendon sur l'os naviculaire, avec des ramifications sur les métatarsiens moyens et sur cunéiforme et cuboïde. Le rôle principal de ce muscle est un rôle en fait de flexion plantaire et d'inversion. En gros, il permet à la plante du pied de regarder vers l'intérieur. Il a un rôle aussi essentiel dans le maintien en fait, du triangle postural du pied, c'est-à-dire qu'il va maintenir la voûte plantaire dans une position très haute, ce qui va permettre en dynamique un retour veineux avec d'autres muscles satisfaisants. Il y a 4 grandes causes a priori d'instabilité en fait, du tibial postérieur. Ce sont des causes d'abord liées au tendon, des causes morphologiques, posturales et enfin à la pratique du sport avec du mauvais matériel et aussi avec des semelles orthopédiques qui sont inappropriées. Les causes fonctionnelles, elles sont simples, c'est une origine plutôt inflammatoire. On en trouve dans différentes causes, des causes plutôt en fait de maladies chroniques. On trouve aussi ces origines inflammatoires sur ces surcharges pondérales. Et enfin, chez la femme, plus que chez l'homme, à partir de 50 ans. En fait, on a une grosse tuméfaction en fait, de la région rétromalléolaire, qui, avec une douleur très algique, qui irradie en fait, le long de la portion distale en fait, du tibial postérieur sur l'os naviculaire. Le patient a du mal à marcher, il a l'impression en fait, d'une instabilité du pied, il a l'impression que quand il attaque le pied, il est instable, et surtout il a l'impression en rotation interne que le pied ne tient pas, il nous dit en fait que le pied lâche. On le trouve aussi sur des instabilités du tibial postérieur, sur des fractures importantes ou des entorses importantes, notamment des fractures du calcanéum, où on va avoir une instabilité en fait, du pied, le pied va vriller sur l'intérieur et va créer donc une instabilité du tibial postérieur. En morphologique, on a différentes causes morphologiques en fait, d'instabilité du tibial postérieur en consultation. L'une qu'on voit souvent, c'est cette désorganisation en fait, du triangle plantaire du pied, qui est constitué par le premier méta, le cinquième méta, le calcanéus et par extension la styloïde. Lors d'une briefée anatomique ou géométrique du premier rayon, lors d'un cas d'allus valgus, on va avoir pareil, une instabilité du pied en rotation interne. Le pied va vriller et va créer donc une instabilité du tibial postérieur. On l'a aussi sur des valgus calcanéens très importants, ou sur des effondrements du pied, du médio-pied, en fait, en gros des pieds plats valgus, qui vont créer, en fait, pareil, une rotation du pied en interne et qui vont créer une déstabilisation, en fait, du tibial postérieur. Sur des causes posturales, on a plein de causes posturales aussi en podologie. L'une qu'on voit souvent, c'est les inégalités de longueur de membre inférieur qui sont calculées, qui sont très importantes et qui créent souvent, sur le membre posé, en fait, un génivalgum, une pronation du pied, un valgus, en fait, de tout le membre inférieur qui va créer, à ce moment-là, une instabilité aussi du tibial postérieur. Les chaussures, en pratique du sport, nous avons des chaussures avec des corrections notamment dans la course à pied, avec des contrôles de pronation, avec des renforts internes, et aussi des contrôles de supination avec des densités différentes sur le plan externe. Si effectivement la chaussure n'est pas en relation avec la dynamique du patient, nous allons avoir des instabilités à la fois des fibulaires, mais aussi du tibial postérieur, qui va essayer de rééquilibrer en fait la course du patient par rapport à cette chaussure qui essaye de corriger. Nous avons à l'heure actuelle des produits qu'on appelle des chaussures minimalistes qui sont arrivés sur le marché il y a 3 ans, qui augmentent effectivement cette rotation du pied. Le principe de ces chaussures, c'est de créer aucune contrainte mécanique. Le pied, en fait, est libre. Le patient a envie de courir sur la partie médio-avant-pied. C'est bien pour le genou, mais c'est moins bien pour les gens qui ont des instabilités en fait, du pied, parce que ça crée une rotation du pied dans la phase médio- et avant-pied, et ça crée une instabilité du tibial postérieur. De même, on nous demande souvent de mettre des corrections externes pour soulager les compartiments internes du genou, ou pour soulager en fait des bandes latino-tibiales. Si l'examen n'a pas été bien fait et si le pied en phase avant et médio-pied arrive sur le compartiment interne, on va déstabiliser le pied et on va déstabiliser en fait le tibial postérieur. Ça donne du coup cette déstabilisation du tibial postérieur en fait un problème à la marche parce qu'on a 2 temps à la marche pour être très schématique. On a donc le triangle postérieur et le triangle antérieur. Le tibial postérieur va assurer en fait lors de la phase postérieure une phase de stabilisation et va empêcher en fait la rotation du pied, empêcher l'hyperpronation dans la phase en fait de propulsion. Ce qui donne en fait à la course à pied, à la marche pardon, vous avez une attaque en fait postéro-externe avec un déroulé qui va d'arrière en avant, avec une impulsion en fait qui se fait sur le premier rayon. Si effectivement le tibial postérieur ne joue pas son rôle, on va avoir une hyperpronation du médio-avant-pied qui va se traduire en fait à la course à pied, par un phénomène qui va être amplifié par la phase de lévitation. La phase de lévitation étant la phase où les 2 pieds ne sont pas au sol. On voit bien sur la photo de gauche qu'une insuffisance du tibial postérieur va créer en fait une pronation du médio-avant-pied avec un axe qui n'est pas respecté entre l'axe de la jambe et l'axe du pied. On voit bien l'hyperpronation du pied qui est située entre le médio et l'avant-pied. En clair,
une insuffisance en fait, du tibial postérieur va créer en fait, une pronation du médio-avant-pied avec une décharge en fait, de la partie externe. On voit sur les images de droite une disparition de la bande externe en statique, on le voit aussi en dynamique. On voit une hypersollicitation en fait, du premier rayon, avec dans les cas extrêmes en fait, une hyperkératose sur le premier rayon, au niveau du premier métatarsien, au niveau de l'interphalangienne. En fait, on a une hyperappui sur le premier rayon. En fait, du coup, pour soulager en fait, cette instabilité tibiale postérieure, on va mettre donc une semelle orthopédique qu'on appelle une orthèse plantaire, qui va être soit thermoformée, soit classique, dont le but en fait va relever tout le compartiment interne, va redonner en fait de l'appui au premier rayon et va stabiliser le pied sans le mettre trop en varus pour du coup ne pas l'instabilité sur le côté externe. On voit bien donc, on reprend en fait toute la partie interne du pied. En conclusion, la semelle orthopédique va être composée essentiellement en fait, d'un coin supinateur antérieur impératif qui va stabiliser en fait, la phase d'impulsion, ou un sous-capital plutôt dans le cas d'un hallus valgus par exemple, parce que le coin supinateur ne servira pas à grand chose. On va mettre une hémicoupole interne pas trop haute pour ne pas tirer un peu sur l'aponévrose plantaire et créer une aponévrose plantaire. On va mettre un appui rétrocapital qui est très important parce qu'il va permettre en fait un appui de la palette métatarsienne d'une façon équilibrée. Il va donner aussi un appui au premier rayon et il va permettre aussi un soutien de la voûte plus important. On va mettre un petit coin pronateur postérieur de stabilisation. Je ne mettrai jamais en fait de coin supinateur postérieur et d'hémicoupoles, sauf dans les cas effectivement d'une personne en surcharge pondérale avec un gros valgus du pied et qui a du mal à dérouler. Je le mettrai peut-être à ce moment-là, mais je n'utiliserai jamais en fait de coin supinateur postérieur. Merci.